mwana wanjye ndashaje urashibuka ndarenga ugahingukaga mwana wanjye simfite amazu n'amasheke byo kugusigira ndagusigira umurage w'ijambo uzakubera impamba. Benjamin Rutabana, vous êtes à Paris pour présenter votre livre « De l'enfer à l'enfer », paru chez Books Éditions à l'occasion du Salon du Livre. Un témoignage très attendu puisque le Rwanda va commémorer dans quelques jours, le 7 avril, le 20e anniversaire du génocide qui fut, comme on peut le lire dans la préface de votre livre, l'un des plus rapides génocides de l'histoire humaine et le plus ample en nombre de morts par jour. Du 6 avril au 4 juillet 1994, 800 000 Rwandais, selon le décompte de l'ONU, ont péri, pour la plupart des Tutsis. Benjamin Rutabana, vous êtes Tutsi. 20 ans après, pourquoi avoir voulu écrire ce livre ? Je l'ai toujours voulu, seulement c'est l'occasion qui s'est présentée 20 ans après. Et puis, ça fait... je l'ai commencé il y a 5 ans. Si vous voulez, je ne suis pas un écrivain de profession. J'écrivais une page ou une demi-page par semaine. Et puis, voilà, c'est maintenant que j'ai pu le présenter à la maison d'édition. Et dans le livre, vous vous adressez à votre fils. Pourquoi ? Parce que chez nous, on transmet toujours notre histoire. C'est dans notre culture. Avant qu'on commence à écrire, on se le transmettait oralement. Ça a continué. Mais mon père, quand il me parlait de ma généalogie, il me le racontait oralement. J'étais obligé de l'apprendre par cœur. Voilà, maintenant qu'on sait écrire, j'ai préféré le transmettre à mon fils parce que, pas seulement à mon fils, mais à la génération future. Mon fils représente aussi la génération future. Vous aviez besoin de mettre des mots sur ce que vous avez vécu et de le raconter par écrit ? Oui, quand même. Même si les mots ne peuvent pas représenter exactement ce qu'on a vécu, mais je trouve que c'est mieux, c'est bien de laisser un écrit. Comme ça, l'histoire n'est pas déformée après. Vous avez grandi dans une grande famille, votre père était pasteur et dès le plus jeune âge, vous avez été témoin du racisme envers les Tutsis, de ce qu'on appelle le Hutu Power. Vous racontez les humiliations que les Hutus ont fait subir aux Tutsis, vous racontez ce statut d'Inyensi, c'est la traduction de cafard, c'est ça ? Oui. Puis viennent les massacres et vous êtes emprisonné dans les geôles du pouvoir. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé ? Oui, tout d'abord, comme disons, chacun de vous a un souvenir d'enfance, le premier souvenir d'enfance, quand il a, disons, d'un jouet, disons, d'une bonne parole qu'on lui a annoncée. Moi, les premiers souvenirs de mon enfance, c'est quand j'avais 3 ans, j'étais caché chez les voisins parce qu'on était en train de tuer les Tutsis. C'est mon premier souvenir d'enfance. Je me rappelle du lait que la dame qui nous avait caché nous a donné avec une paille. C'était un mauvais souvenir, mais parce que j'étais habitué à prendre du lait avec un gobelet. Mais voilà, on était cachés. C'est pas seulement ça. À chaque fois, on nous disait ce qu'il ne fallait pas dire parce que ça va être mal pris par les Hutus. Je me rappelle quand j'étais à l'école, à l'âge de 7 ans, quand on arrive à l'école, on nous dit d'abord de nous lever. Les Hutus se lèvent, les Tutsis, on nous comptait. Chaque fois, les Hutus, on écrivait 3, les Tutsis, les Batois. Après quoi, on nous enseignait l'histoire que les Tutsis n'étaient pas des Rwandais, qu'ils étaient venus en XIIIe siècle comme colonisateurs, que les Hutus avaient défriché les forêts, qu'ils avaient leur
leur organisation politique et que les Tutsis sont infiltrés en colonisateurs. Tout ça, c'était après quoi les enfants où tous se moquaient de nous, tout ça. Bah, voilà, c'est ça. Mais donc les humiliations, on a vécu avec jusqu'au jour où nous avons pris la décision de partir en maquis. Parce que pour nous, c'était la seule voie pour avoir un Rwanda pour tous. Et comment tout ça a basculé? Comment vous avez fait pour vous retrouver enfermé dans les geôles du pouvoir à l'âge de 20 ans? Quand les Tutsis de l'extérieur, c'est eux qui ont attaqué le pays, qui ont attaqué le... D'abord, ils ont réclamé leur droit de rentrer au Rwanda. Ça faisait 30 ans qu'ils vivaient à l'extérieur du Rwanda. Et quand ils ont demandé ça, le président de l'époque leur a dit que quand un verre est rempli d'eau, on ne peut pas y ajouter une goutte, qu'ils doivent rester là où ils sont. Voilà, c'est jusqu'au 1er octobre 1994 où ils ont attaqué avec les armes. Là, 4 jours après ou 3 jours après, ils ont fait un scénario de la guerre dans la ville de Kigali, mais ce sont les militaires de Habyarimana qui le faisaient entre eux. Ils tiraient les balles en l'air. Et ils ont simulé une attaque du FPR pour arrêter tous les Tutsis. Pas tous, quand même, mais beaucoup qui étaient à Kigali et dans toutes les préfectures. On les a arrêtés. Moi, alors, j'étais étudiant. Je faisais mon stage de fin d'études. Voilà. On est arrivé, on m'a arrêté. Même si j'étais jeune, mais j'étais instruit, comme chez nous. Être instruit, ça demandait pas d'avoir fait les universités. Même le bac, on était compté parmi les gens instruits. Non seulement ça, il y avait mon beau-frère qui était commerçant. Il connaissait tout le monde à la loupe, en fait. Voilà, c'est comme ça que j'ai été arrêté. Pas seulement moi, mais ma mère aussi, mon père, mes frères, tout le monde. Et après, suite au cessez-le-feu qui a été signé le 29 mars 1991, entre le Front patriotique rwandais et le gouvernement, vous êtes libre, mais pas tout à fait en fait. Pourquoi ? Ouais, c'est ça. On avait dressé les barrières partout dans le pays. Les barrières étaient montées par les militaires, par les policiers, par les civils aussi qui étaient conscientisés, par les Hutus. Le message officiel, c'était d'empêcher les Inyenzi, les cafards, de franchir les barrières. Et nous, tous les Tutsis, on nous y avait habitués. Nous aussi, on faisait partie de ces Inyenzi. Et puis, je n'avais plus de papier, de pièces d'identité. Le seul papier que j'avais, c'est le papier qui disait que je quittais la prison. Si je le montrais à la barrière, tout le monde était... Donc, c'est comme si, disons, aujourd'hui, si on arrive à la barrière, on a un papier qui dit qu'on appartient à Al-Qaïda, par exemple, ou à un autre groupe classé de terroristes. Si tu vois ça, ce que tu sentirais, donc voilà. C'est comme ça que je ne pouvais plus bouger, je devais rester chez moi pour ne pas tomber sur la barrière. Tout ça, c'était invivable. Alors c'est à ce moment-là que vous prenez les armes, que vous rejoignez le Front patriotique rwandais. Pourquoi ? Pour retrouver un Rwanda pour tous. Mais ça, c'est pas seulement là que je prends la décision. Pour moi,
Même quand j'étais dans la prison, je me disais que c'était dommage que j'allais mourir dans la prison avant d'aller combattre auprès du FPR. C'était le rêve de tous les Tutsis qui avaient vécu tout ce que j'avais vécu. On voulait renverser ce pouvoir, avoir un Rwanda. Certains se disaient qu'on allait renverser les tendances. Cette fois-ci, les Tutsis en dirigeant et les Hutus, pour une fois, qui sont en dessous. Mais moi, je me disais à un certain moment, c'est mieux que si on prend le pouvoir, qu'on égalise tout le monde, qu'il est le Rwanda pour les Hutus comme pour les Tutsis. Et à partir du moment où vous avez décidé de rejoindre le Front patriotique rwandais, vous perdez un peu votre condition d'homme pour devenir un guerrier à part entière. Pourquoi, enfin comment vous avez ressenti ce moment où vous avez dépassé cette condition pour vraiment vous engager, vraiment pour libérer le pays? D'abord, moi, quand je pars au front, je connais pas les conditions au front. Moi, vous imaginez, quand les gens qui n'ont pas fait la guerre s'imaginent la guerre, c'est ce qu'ils voient dans le cinéma, les Schwarzenegger qui tirent, les méchants qui meurent, les gentils qui survivent. Voilà, c'est ça la guerre que je m'imaginais à l'époque. Mais quand j'arrive, c'était pas ça. Les chants épiques avec les... Donc voilà, c'était pas ça, c'était autre chose. C'était la déshumanisation aussi de l'autre côté. C'est le maquis, on nous habitue aussi à ne plus être des hommes. J'avais vécu toute mon enfance à être un cafard. Cette fois-ci, je n'avais même plus le droit d'être un cafard. Je n'étais plus rien. Il y avait un certain bourrage de crâne de la part des officiers, tout ça. Oui, voilà. Et puis, ils battent à mort. Je vois déjà ceux qui sont arrivés avant moi, avant qu'on commence à nous battre. Je les vois qui se font battre. Je me dis, ça doit être les infiltrés. De l'autre côté, eh bien, c'est le seul crime qu'ils avaient commis, c'est d'être recrues, c'est tout. C'est dans des conditions intenables. Et puis, pour pouvoir résister dans cette jungle, je crois que cet entraînement peut-être était en quelque sorte nécessaire. Parce que sinon, tout le monde essayait de s'évader aussi. Mais comme on vivait dans une forêt de l'Ouganda, où on ne connaissait ni le nord ni le sud, c'était pas faisable, c'était pas possible. On finissait par être rattrapé, on était ramené, soit on était tué. Si on soupçonnait que on avait été envoyé par l'ennemi, ou la punition de 200 bâtons avec 4 militaires qui battaient de part et d'autre qui te tenaient pour t'immobiliser. Voilà. Et finalement, vous décidez de partir, vous réussissez à vous échapper, et c'est là que vous êtes considéré comme un déserteur, du coup. Non, je ne me suis pas échappé. À la fin de la guerre, j'avais reçu une balle dans le ventre. Et puis, quand je suis retourné au front, j'ai reçu une balle qui m'a traversé les poumons. Là, je respirais mal encore. Et là, j'ai déserté en quelque sorte, mais sans déserter réellement. Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 24 ans. Je me suis installé dans la ville de Gitarama. Les maisons étaient inoccupées. J'ai pris une maison dans la ville. Puis j'ai pris des jeunes
dans la ville qui n'avait plus de parents. Je les ai installés avec moi. J'ai écrit une pièce de théâtre. J'ai commencé à les entraîner, on a joué. Donc pour moi, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que je devais retourner à la bataillon, mais là, je vivais normalement. Et donc si votre livre est intitulé « De l'enfer à l'enfer », c'est qu'il y a bien 2 enfers. Celui du génocide d'abord, mais aussi celui qui a suivi le génocide avec Paul Kagame, avec le régime de Paul Kagame, oui. Aux côtés de qui vous avez pourtant combattu au sein du Front patriotique rwandais. Ouais. À quel moment vous avez compris finalement que vos idéaux de justice et de liberté n'étaient que des illusions? Dès le premier jour que je suis arrivé au front, j'ai vu qu'il y avait un décalage vraiment entre nous et les soldats. Mais le facteur qui a été déterminant, c'est quand Kigali tombe et que je vois les gens enjamber les cadavres, les frigos sur les têtes, les voitures, piller les voitures, s'enrichir. Quand j'ai vu nos larmes qui se mélangeaient avec les chants de victoire, j'ai compris que pour nous c'était un échec, pour les autres c'était la victoire et qu'on n'allait jamais prendre les choses de la même façon. Du coup, aujourd'hui, vous êtes un des opposants de Paul Kagame et vous êtes contraint à l'exil. Je suis contraint. Je ne peux pas dire que je suis un opposant. Je ne fais pas la politique. Tout simplement, j'écris. Tout simplement, je dis ce que je pense quand j'ai l'occasion. Mais je suis contraint à l'exil parce que eux, ils me prennent comme... Là-bas, dans ces régimes totalitaires, on doit se taire ou se ranger du côté du pouvoir ou aller loin ou on se croit hors de portée. Voilà, c'est ça. Quelle est la situation au Rwanda quel écho vous avez de la situation actuelle au Rwanda? Au Rwanda, ce sont actuellement les assassinats contre les Tutsis d'ailleurs, contre les rescapés du génocide, depuis que je suis là-bas d'ailleurs. Mais actuellement, c'est pire. Les militaires sont assassinés. Dernièrement, il y a eu l'assassinat du colonel Karegeya qui était en Afrique du Sud. Et sauf que c'est l'un des figures très connues qui ont monté un parti d'opposition qui était connu. Mais sinon, les assassinats par jour sont comptés par centaines. Voilà, il veut écarter tout ce qui puisse le gêner actuellement. En même temps, il continue à se construire une image d'un bâtisseur, tout ça. Donc il y a un paradoxe dans tout ça. Mais la réalité en est que c'est un régime qui ne veut pas d'opposants, qui ne veut pas d'autres idées. Vous parliez justement tout à l'heure de bourrage de crâne. Qu'est-ce qu'on dit aux enfants aujourd'hui au Rwanda? Est-ce qu'on leur raconte ce qui s'est passé? Voilà, c'est aussi ce qu'on raconte au Rwanda. Ça dépend de ce que raconte le pouvoir à la jeunesse. Dernièrement, quand Kagame, disons, a demandé aux jeunes Hutus de demander pardon pour ce qu'avaient fait leurs parents, ça m'a fait mal parce que ce sont les enfants qui n'ont pas vécu le génocide. Normalement, on devait commencer par eux à construire notre Rwanda. Mais malheureusement, il y a pas mal de dérapages verbal du discours du président. Mais aussi,
c'est pas seulement ça, les parents, il y a la haine entre les Hutus et les Tutsis. Chacun, quand il raconte à ses enfants, il lui dit que leur malheur vient de l'autre côté. Il n'y a que des rares cas de ceux qui dépassent tout ça, qui veulent construire un Rwanda pour tous. Il y a un procès qui se déroule en France aussi en ce moment. Comment vous le vivez? Vous savez, de Simbika Angwa, je crois. Bah ouais, écoutez, je le connais pas très bien. J'entendais parler de lui. C'est bien, c'est un bon geste, mais ce qui m'étonne, c'est que le génocide des Tutsis a été reconnu par l'ONU il y a longtemps. Et c'est le premier procès en France. C'est la honte pour un pays comme la France, qui n'est pas étranger aussi à ce qui se passe toujours au Rwanda. C'est un pays qui a toujours été avec tous les régimes. C'était un pays francophone, le Rwanda, sauf aujourd'hui qui ne l'est plus. Ils sont partagés entre l'anglophonie et la francophonie. Ben voilà, je crois que c'est le premier pays qui aurait dû prendre le devant à juger les génocidaires. Mais aussi, en même temps, j'ai perdu confiance à la justice. Je ne m'y intéresse plus. Au Rwanda, on peut juger un Hutu innocent parce que ça arrange le pouvoir. Et on peut innocenter un génocidaire parce que ça arrange le pouvoir. Et c'est terrible ce que vivent les rescapés du génocide parce qu'ils sont obligés de vivre avec ce qui les pourchassait hier. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Benjamin Rutabana d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre livre De l'enfer à l'enfer est paru aux éditions Books Éditions. Vous avez aussi sorti un album intitulé Amnésia, puisque vous êtes musicien. Merci encore. Merci aussi à tout le monde de la promotion du journalisme, Master 2 du CELSA. À bientôt. C'est moi qui vous remercie.